Donc, soyez les bienvenus à notre conférence d'automne. Tout d'abord, j'aimerais bien me présenter pour tous ceux qui ne m'ont pas encore croisé à une manifestation de la MSL. Depuis le mois de mars, je suis la nouvelle présidente. Mon nom, c'est Rani Mendy. Je suis maman de 2 filles et je suis aussi engagée politiquement à H-sur-Alzette. Grâce à l'ancienne présidente Tilly Metz, j'ai eu l'occasion de m'engager auprès de MSL, ce qui me permet aussi de mieux connaître les gens atteints de la CEP sur le terrain et aussi de voir ce qu'eux, ils ont besoin dans leur quotidien. Cette année, notre conférence se tiendra sous la semaine de la santé mentale qui a lieu du 10 au 16 octobre sous le slogan « Ma santé, c'est aussi ma santé mentale ». Cette semaine se déroule chaque 2 ans et sous le slogan « Ma santé, c'est aussi ma santé mentale ». Et le but de cette semaine et de soutenir la santé mentale, d'informer les différentes maladies psychiques, s'opposer à la stigmatisation des maladies mentales, améliorer la résilience des individus, des familles, mais aussi du grand public. Au moins depuis la pandémie Covid-19, on sait combien c'est important d'avoir le bien-être psychologique et que celui-ci doit aussi être activement promu. Dans ce sens, il est important pour nous d'informer quelle influence la CEP a sur le bien-être psychologique des personnes atteintes et sur leur environnement et d'esquisser des moyens d'y faire face, d'améliorer sa résilience dans le but de, malgré, avec ou à cause de la CEP, mener une vie épanouie et satisfaite. Nous attendons avec impatience différents conférenciers de nos pays voisins qui prendront aussi la parole lors de notre conférence. Dans un petit pays comme le Luxembourg, où chaque jour 200 000 personnes traversent la frontière, soit pour y vivre ou pour travailler, il est important de regarder au-dessus du bord de l'assiette et aussi voir ce qui se passe dans nos pays voisins et de créer aussi des synergies à ce moment. Un très bon exemple est notre projet Gospel qui a eu un grand succès et où j'ai aussi entendu dire qu'il va être encore une fois répété l'année prochaine, qui était un grand succès et qui était vraiment formidable. Donc, notre première intervenante, Irène Pernias, pose le cadre théorique et explique quelle influence que la CEP peut avoir sur le bien-être psychologique et comment y faire face. Madame Pernier est psychologue, algologue spécialisée dans le traitement de la douleur et psychothérapeute systématique. Elle travaille à la clinique de la sclérose en plaques du centre hospitalier de Epicura en Belgique, où des soins multidisciplinaires sont offerts aux patients de la CEP. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente physiquement. C'est pour cela qu'on va voir Madame Irène Pernier derrière moi sur visioconférence. Et ce qui est aussi important, si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire après la conférence. Madame Pernier sera donc de nouveau présente pour être là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je crois que je vais alors transmettre la parole à Madame Irène Pernier et bonne continuation. Tout d'abord, vous remercier de m'avoir invitée à cette merveilleuse journée dédiée au bien-être psychique. Donc, comme j'ai bien été présentée, je suis psychologue, algologue et psychothérapeute systémicienne. J'ai la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinaire à la région des Mons et non en Belgique.
Notre équipe est formée principalement par un médecin référent MS, sclérose en plaques, le docteur Brackveld, et une infirmière référente, Madame Ludivine Marshall. Et puis, moi, en tant que psychologue clinicienne, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille ensemble avec une perspective des prises en charge des patients holistiques, donc pas seulement d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue émotionnel, psychologique et social. Donc, on a l'opportunité aussi de travailler avec d'autres personnes, avec d'autres professionnels et d'autres services à l'hôpital, comme les services de la physiothérapie, l'ergothérapie, par exemple, pour tout ce qui est améliorer ou conserver la capacité de bien fonctionner sur les plans physiques, la logopédie, par exemple, aussi, la psychologie et la neuropsychologie. Donc, c'est important de bien noter les deux services et puis aussi d'autres services associés, comme par exemple, moi personnellement, je m'occupe aussi des patients douloureux chroniques et c'est grâce à ça que j'arrive à cette clinique de la sclérose en plaques pour des symptômes très liés et vous allez probablement vous reconnaître dans des récits des patients que j'aborderai plus tard. Donc, les services de la neuropsychologie consistent à rééduquer les capacités mentales pour la vie quotidienne, donc tout ce qui est la récupération des capacités amnésiques, la flexibilité mentale, planification des tâches, par exemple, ou améliorer la vitesse de traitement de l'information. Non, moi, finalement aussi, pourquoi une psychologue clinicienne intègre un service comme la sclérose en plaques et moi personnellement aussi en tant que psychothérapeute. Le travail de la psychologie se focalise plutôt dans tout ce qui est un travail par l'écoute, le soutien, la réflexion. Moi, j'ai l'opportunité aussi de travailler avec les familles et je suis au courant qu'aujourd'hui, nous avons des proches qui sont présentes dans la salle. Bien évidemment, c'est super important de pouvoir être présente aussi pour les proches. Pourquoi? Parce que, comme je dis toujours, et j'utilise cette métaphore avec mes patients, la maladie chronique ou la CEP, elle arrive pour intégrer la famille, comme si c'était un nouveau membre de la famille qui s'impose. On les prend pendant les vacances, quand on part faire les courses, elle est toujours avec nous. Donc, ça requiert une adaptation pas seulement de la part du patient, mais aussi de la part de la famille. C'est pour ça que, il est important de pouvoir donner une place à la maladie et tout ce travail que je fais avec les patients se focalise sur les vécus, les émotions en individuel, en couple ou en famille. Euh, Mon travail se cible aussi sur tout ce qui est restructuration d'objectifs de vie, travail, alimentation, activité physique, sexualité aussi, très important. Et ce travail aussi permet d'augmenter la motivation des patients, diminuer la fatigue et aussi de tourner l'attention de la maladie vers d'autres symptômes peut-être plus positifs aussi. Nous avons l'opportunité aussi, et nous avons lancé un groupe de tables rondes avec des patients euh, très, très intéressant dont l'objectif, c'est le partage et les rôles actifs du patient et ses proches. Avec les buts que les patients soient experts dans la gestion de sa maladie. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ça va? Donc, après les diagnostics, en fait, et pas seulement avec les diagnostics, déjà avant les diagnostics de la CEP,
il y a une diminution de la qualité de vie du patient. Pourquoi? Parce que on commence à avoir des symptômes inhabituels, des poussées qui créent une peur, une incertitude, une errance médicale parce qu'on peut passer par les services de la douleur chronique en pensant qu'on est atteint d'une fibromyalgie par exemple, parce qu'on présente des douleurs neuropathiques. Et puis, il y a ces diagnostics qui n'arrivent pas tout de suite, mais qui posent déjà beaucoup de questionnements. Donc, le diagnostic peut être vécu différemment selon la personnalité et l'histoire de vie du patient. Néanmoins, il est toujours quand même, si c'est pas tout de suite, dans une période courte ou plus longue, quelque chose qui est vécu comme un choc émotionnel face auquel le corps réagit très vite et très brusquement. Et bien évidemment, cet état de choc va entraîner des aspects psychosociaux de la maladie. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces visions holistiques, ancrées dans une perspective plutôt biopsychosociale. Donc, il y a les peurs, la tristesse ou un état de désespoir, ce qu'on appelle la souffrance psychique qui arrive. On peut éprouver de l'anxiété, une peur qui s'installe et un sentiment d'insécurité. La réviviscence des événements, des mots, des flashs. Et une série d'autres symptômes qui vont bien évidemment bouleverser la vie quotidienne, pas seulement du patient, mais aussi de ses proches. Et comme je vous dis, cet impact de la CEP, il est à différents niveaux. C'est qu'on considère avoir une vision systémique de la maladie, de la pathologie. Elle vient s'imposer sur les plans professionnels, sur les plans personnel, social et familial et conjugal. Et voilà, quand on vient s'imposer, comme je disais tout à l'heure, il y a les risques de développer des troubles cliniques, comme par exemple la dépression ou l'anxiété, qui malheureusement sont pas mal présents chez des patients qui sont diagnostiqués d'une maladie chronique. La dépression touche environ les 30% des personnes atteintes d'INSEP à un moment ou à un autre de sa vie. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de compter un soutien, si ce n'est pas le cas dans son entourage, d'un soutien psychologique, d'un travail thérapeutique un peu plus profond. Parce que la dépression, ce n'est pas seulement une tristesse transitoire, comme par exemple l'émotion. La dépression serait quelque chose de plus profond, une douleur morale, un sentiment de honte, de culpabilité, d'inutilité. Et c'est pour ça que c'est important de bien l'aborder, pour ne pas cohabiter avec elle. Et elle peut avoir une origine psychosociale ou neuropsychologique, chez des patients sclérose en plaques, par exemple. Et nous avons d'un autre côté l'anxiété aussi, ces troubles cliniques qui est présente environ les 22% des personnes atteintes d'INSEP. Et sa fréquence peut varier selon les études publiées. Donc l'anxiété serait cette peur diffuse anticipée qui part pas et qui maintient la personne dans un état perpétuel d'angoisse, d'insécurité, d'appréhension. Et peut se manifester par un état psychologique, par des pensées par exemple, ou physiologiques, des réactions anormales ou prolongées du corps.
Et puis, nous avons aussi très pressant, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'incertitude. L'incertitude liée à la maladie. Comment est-ce que précisément pour garder son intégrité, pour améliorer sa qualité de vie, on peut apprendre à gérer cette incertitude? Moi, je vous propose un peu un exercice de diviser les choses que je ne peux pas influencer et les aspects sur lesquels, oui, je peux avoir une influence pour diminuer précisément ces angoisses, cette incertitude. Je ne vais pas influencer, par exemple, toutes les contraintes liées à la maladie, les réactions ou actes des autres, ce que la maladie entraîne ou les types de traitements qui sont disponibles pour mon stade ou les moments de vie dans lesquels on peut se trouver. Par contre, il y a des aspects sur lesquels, oui, en tant que patient, en tant que soutien, vous avez une influence. Les autocontributions au traitement, la recherche de l'aide si besoin. Soulevez quand même les aspects positifs de votre vie. Partagez les émotions, besoins avec les autres, l'attitude, comportement et surtout, prends soin de soi. Euh, Moi, je travaille aussi avec les patients pour favoriser son bien-être psychique, les stratégies d'adaptation positives. Donc, les mécanismes d'adaptation, ce sera l'ensemble d'efforts qu'une personne va faire, cognitifs ou comportementales, pour s'adapter à une situation difficile. Dans ces cas-là, par exemple, ça peut être les diagnostics, les différentes conséquences de la maladie ou la maladie en soi. Il y a ce type de stratégie négative, comme par exemple se laisser aller par l'émotivité dépressive, la peur, les tristesses, l'isolement. Toutes ces idées invasives, négatives, qui vont amplifier la symptomatologie de la maladie, les stress. Le fait de trouver un responsable de la maladie n'est pas prendre soin de son alimentation, de son corps. Il y a un phénomène qui se retrouve habituellement, c'est la kinésiophobie. Ça serait la peur du mouvement. Parce qu'on a peur d'avoir mal, alors on arrête de faire les activités qu'on faisait avant. L'automédication, par exemple, c'est pas du tout quelque chose qui va être positif, et les dénis ou l'évitement. Par contre, ce qui peut être favoriser votre adaptation à la maladie et le bien-être psychique, c'est le fait d'établir des limites, prendre des pauses, se reposer, se détendre, avoir aussi l'opportunité de communiquer correctement de la meilleure façon possible, développer une activité physique dans la mesure des possibilités, bien évidemment, quelque chose qui soit adapté, et continuer à développer des activités de plaisir qui vont vous renforcer aussi dans votre autonomie, dans votre sens d'être dans la vie. Évitez bien évidemment tout ce qui est stress autour de vous et acceptez les émotions et ses besoins. Il y a des hormones qui vont favoriser tout cela. Par exemple, l'oxytocine qui se sécrète quand on fait un câlin, quand on caresse un chien, un chat. Il y a les endorphines qui vont s'activer lors d'une pratique physique. Là, nous avons un monsieur qui saute, mais pas nécessairement. Quand on a une activité sexuelle aussi. La sérotonine qui se trouve dans certains aliments,
Dans les chocolats noirs, par exemple, c'est très bon de manger du chocolat noir. Et puis, il y a la dopamine qui va se libérer quand on développe une activité, par exemple, de détente, comme la méditation, la relaxation, l'hypnose. Donc, je vous invite vraiment à tester, à oser des choses qui vont probablement vous apporter toutes ces choses dont on a besoin pour bien s'adapter à la maladie et améliorer son bien-être psychique. Et puis, comme je vous avais dit tout à l'heure, je travaille beaucoup tout ce qui est émotion avec mes patients à partir de la psychoéducation. Donc, on aborde euh, les émotions comme manifestations physiques ou émotionnelles. Et c'est important de prendre conscience des besoins aussi de chacun. Il faut noter qu'un besoin qui est comblé va déclencher une émotion positive. Par contre, un besoin non comblé déclenche une émotion négative. Donc, il est important de pouvoir écouter ses besoins, communiquer ses besoins, et comme ça, on favorise les émotions positives. Je vais juste mettre une petite vidéo. Je crois que j'ai le temps. Oups, c'est trop fort, peut-être. Je vais mettre les sous-titres. J'ai en anglais. Ça va aller ou en français? C'est mieux. Français? I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. Ton cerveau, ça te dit un truc? Bon, en vrai, je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait, t'as des neurones dans ton ventre, dans ta tête et dans ton cœur. Vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte? Non, parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone. Et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neuroscience. Il y a eu 19 siècles avant. Et en 99, non, en 95, non, bon bref, on s'en fout. Il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle. Bien. Ouais. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien. Et quand tu comprends rien à tes émotions, bah tu comprends rien à ton cerveau. Salut, c'est facile de critiquer. Quand je suis énervé, je peux rien faire. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, tu as 4 émotions principales. La colère, la tristesse, la peur et la joie. Salut. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Faire un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit « réagis ». Par exemple, la colère, elle te le dit pas. Mais tu vois pas que c'est rouge, connard! Elle te dit « j'ai besoin que mes valeurs soient respectées ». Merci, voilà, merci. Et fais gaffe, quand tu es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge tes neurones. Mais ça te permet d'attaquer. T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur Internet? Ah mais c'est juste un exemple. Pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite. Et la tristesse, elle te le dit pas. Ouais. Elle te dit, Désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini, mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, eh ben t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas. elle te dit, Voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Donc en gros, c'est 3 signaux qui te disent tous la même chose. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est moi. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est que le sourire, il est à l'origine de ta joie, et pas le contraire. Parce que quand tu souris, même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur. Donc en gros, l'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment,
c'est le temps que tu accordes à ce signal. Au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. C'est moi. Tu commences à... Et tout le monde s'en fout. Attendez, pardon. Oui, je ne sais plus où j'étais. Ici. Voilà, je suis là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'entends rien de la salle, c'est dommage. Mais bon, donc pour conclure, déjà, l'ACEPT impacte la qualité de vie déjà avant les diagnostics. Vous voulez me dire quelque chose? Non. Donc, il y a déjà des sentiments et des émotions qui vont apparaître avant. L'incertitude, la maltraitance, je l'ai ajouté suite à une dernière discussion d'un patient à cause de toute cette errance médicale, des renvoyés vers un service, un autre, une nouvelle, une autre. La solitude aussi, les shopping médicales. Donc, tout cela a des répercussions physiques et émotionnelles chez les patients ou ses proches, comme la dépression, l'anxiété et des réactions de stress, affectant différentes sphères de la vie de l'individu et ses proches. Si vous avez besoin d'un soutien d'équipe pluridisciplinaire, c'est important pour vous rassurer principalement et améliorer votre qualité de vie, vous aider à le faire et aussi vous informer par rapport au traitement. C'est important de pouvoir écouter ses besoins, les exprimer et favoriser ainsi les émotions positives, la joie. Retrouver son bon rythme et aussi de nouvelles techniques d'adaptation positive, comme par exemple la méditation, la relaxation, l'auto-hypnose. Et ici, je vous laisse mon adresse mail au cas où vous avez besoin de me contacter pour des questions, des informations, des renseignements. Je suis tout à fait disponible. C'est irene.pernias-ramos, on a bien collé mon deux noms de famille, @epicura.be. Un grand merci.